Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Nous entendons souvent parler de réanimation, ce service médical spécialisé dans les hôpitaux ou cliniques où sont parfois admis et pris en charge les patients souffrant de maladies le plus graves jusqu'à ce que leur fonction vitale ne soit plus menacée. Donc comment fonctionne le service de réanimation? Nous allons parler dans un instant avec Dr Folly Antoine Commis, qui est médecin interniste et fondateur de la clinique El Elyon à Lomé. Et en deuxième partie de l'émission, Farid nous présentera sa chronique du jour et nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 93 91 08 20. Bonjour Dr Folly, comment allez-vous? Je me porte très bien. Très bien. Nous aussi, ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Okay, merci. À moi de vous remercier. Merci à vous. Ça va Farida? Ah bah oui, il y a des jours comme ça. Docteur Folly, donc là, on va un petit peu parler de service de réanimation. Vous êtes interniste donc en service de réanimation aux États-Unis, et puis vous êtes aussi membre fondateur de la clinique El Elyon à Lomé. Donc on va parler un petit peu de vous. Quelle est votre fonction? Qu'est-ce que vous faites exactement en tant qu'interniste? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, donc en tant qu'interniste travaillant à l'hôpital et au service de la réanimation, mon objectif est de permettre aux patients d'avoir un traitement intégré et rationnel. Qu'est-ce que je dis intégré? Par exemple, lorsque mon patient est sous mon traitement, je traite un patient et qu'il y a d'autres collègues spécialistes qui travaillent avec moi, il faut que je m'assure que tout ce que les uns et les autres sont en train de faire est très bon pour la récupération de ce patient. Parce que vous serez surpris que vous voyez par exemple le néphrologue qui prescrit un médicament qui va affecter ce que nous sommes en train de faire au niveau du cœur. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tant que médecin interniste qui s'occupe de ces cas graves, il faut que on s'assure que les choses aillent bien. Et à mon niveau, je fais plus que ce que les internistes font habituellement. Par exemple, si j'ai mon patient qui est malade, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir intuber. Intuber, ça veut dire mettre le tuyau dans la gorge et connecter aux machines, ou bien faire certaines procédures pour permettre aux patients d'être stables. Et ça, nous parlons de l'hôpital. Mais en tant qu'interniste, au-delà de ce que nous faisons dans les cas critiques, mon objectif, c'est de prévenir les maladies pour les patients, de s'occuper de leurs maladies chroniques qu'ils ont. Est-ce que vous voyez? Et parce qu'on dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Est-ce que vous voyez? Donc, l'interniste est ce médecin qui est très capital pour un bon système de santé. Sans cela, les choses ne vont pas bien. Les choses s'aggravent. Oui, ça s'aggrave. Ou bien, vous voyez différentes personnes qui te font des traitements qui contredisent bien sûr contre l'autre. Oui. Mais l'interniste va aider à améliorer le traitement et à ajuster les choses et à informer les uns les autres que ceci, ça ne peut pas se passer comme cela. Mais à la réa, c'est tout autre chose, c'est le cas grave. C'est que les cas graves. Justement, on va parler de ce service de réanimation. Mais déjà, on va parler de la réanimation. Qu'appelle-t-on réanimation exactement, docteur? La réa, de quoi on l'appelle soins intensifs, n'est-ce pas? C'est cette spécialité médicale qui s'occupe des cas graves, qui affecte la vie du patient, qui met la vie du patient en danger immédiatement ou à court terme. Et donc, au niveau de la réa, on essaie de ramener, c'est-à-dire de corriger ce qui affecte la vie du patient immédiatement. Par exemple, sur le plan respiratoire, il faut intervenir. Et quelqu'un qui a un traumatisme majeur se retrouve à la réa, par exemple, des saignements abondants, il faut donner des litres de sang, c'est à la réa. Et quelqu'un qui a besoin d'un support vital important, c'est à la réa. Donc, le service de la réa permet d'éviter le danger que le patient court.
Donc c'est pas tous les gens qui rentrent dans le coma qu'on emmène en réanimation. Non, c'est pas tout le monde. Lorsque le médecin doit pouvoir déterminer ce patient, est-ce que ce patient doit aller à l'arrière ou pas? Est-ce que vous voyez? Parce que comme on va le dire plus tard, si vous prenez trop de temps pour prendre cette décision, les gens meurent. Les gens meurent parce que c'est une question de temps. Mais ça, c'est au médecin de savoir ça. Le médecin doit savoir. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire, je peux donner des exemples. Par exemple, lorsque j'ai un patient qui a une infection pulmonaire, ok, et ce patient vient, tu vois son rythme cardiaque qui est dans les 150, 160, la respiration qui est comme ça, la tension qui baisse. Vous gardez ce patient dans la salle comme un patient régulier, ce patient a 50% de risque de mourir. Il faut aller à l'AREA. Il y a des protocoles qu'il faut suivre rapidement. C'est à l'AREA. Alors, ceux qui sont dans les CMS, dans les villages éloignés, donc c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et ils doivent savoir. Ça doit faire partie de notre éducation à tous les niveaux. Que ce soit l'infirmier ou pas. Et que ce soit le médecin. Il faut qu'on arrive à reconnaître ce patient. Est-ce que c'est un patient qui doit aller à l'AREA ou bien on va le garder ici et va mourir. Donc, il faut reconnaître les patients qui ont besoin d'être à l'AREA. Est-ce que vous voyez? Je prends un exemple. Lorsque vous avez un patient qui est dans le coma, votre patient qui est dans le coma, vous le gardez dans une salle et quelqu'un va venir le voir chaque 4 heures, ce n'est pas possible. C'est un patient de réa. Des fois, le patient est là-bas dans le coma, vous pensez qu'il respire, mais si vous faites certaines tests pour vérifier la fonction du poumon qui permet de donner l'oxygène et de faire sortir le CO2, vous allez constater que le CO2 s'accumule et ça rend le corps comme c'est de l'acide. Si vous mettez de la viande dans l'acide, ça devient comme on a mis ça au feu. Hein? Oui. Et donc, si le patient retient du CO2 et vous ne la mettez pas sous ventilation mécanique ou bien faire des choses appropriées, vous allez le perdre. Vous allez le perdre. Maintenant, la question est de savoir si on a l'AREA, est-ce que tout le monde peut y aller là-bas sur le plan financier? Ça, on en discutera. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Oui, mais après, est-ce que tous les médecins sont formés pour ça? Parce que là, quand on voit moi je pars toujours des CMS un petit peu, éloignés un peu de Lomé. Oui. Est-ce que tous les médecins qui sont là-bas, ils travaillent, est-ce qu'ils sont formés aussi pour ça? Parce que là, comme vous disiez tout à l'heure, il faut reconnaître un cas grave pour pouvoir l'emmener en réa. Non, ce n'est pas tout le monde tous les médecins qui sont formés pour des cas comme ça. Et c'est ça le danger. Oui. C'est pourquoi il faut faire des séminaires réguliers. Il faut éduquer les gens. Mais je peux dire ici, si vous êtes médecin, il y a des signes que nous appelons des signes vitaux, n'est-ce pas? Il y a la tension, il y a le cœur, le rythme cardiaque, la respiration. Il y a ces éléments que nous appelons des signes vitaux, parce qu'ils sont c'est des signes des choses qui sont vitales pour notre organisme. Si vous voyez que la tension baisse de trop, ne gardez pas ce patient comme là-bas. Surtout si vous ne savez pas ce qui se passe. Oui. J'aimerais apporter un petit ajout. Est-ce que tu as demandé, est-ce que tous les médecins sont formés pour savoir si un patient doit aller en réa ou pas? Parce que je pense qu'au cours de notre formation, nous avons ce que nous appelons les paramètres de vie. Et tout médecin sait avoir ou tenir des mesures de réanimation. Donc, quand un patient se présente et que dès lors, comme le docteur l'a dit, les paramètres de vie sont perturbés, à ce moment-là, il se pose des questions et comment diriger pour que le patient soit sauvé. C'était un peu ce que je voulais ajouter. Il n'y a pas besoin d'une formation en réanimation pour savoir. Non, c'est par rapport au cas grave, comment reconnaître vraiment ces cas graves-là, au fait. Donc, dès lors que les paramètres sont perturbés, ça tique déjà. Les mesures à son niveau peuvent être entreprises et puis évacuées vers le centre approprié. Voilà. Et pour encore ajouter à ce que je disais, j'ai déjà évoqué le cas de septicémie. La septicémie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est infecté et les signes vitaux parlent déjà, mais il y a des organes qui sont déjà touchés. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'études qui ont été déjà faites sur ça. Le temps est très important. Depuis l'entrée du patient, le temps commence par compter.
dans les premières heures, si vous ne mettez pas ce patient sous une ressuscitation adéquate, avec l'antibiotique adéquat, vous attendez 6 heures plus tard, les gens meurent de cette infection simple. Je peux mourir si je me retrouve dans la main d'un médecin qui me voit avec une infection pulmonaire dont c'est-à-dire que les signes ne commencent pas à parler, je suis déjà au niveau de la septicémie sévère, Oui. et on ne me fait pas ce qu'il doit faire, on ne m'envoie pas à l'AREA, je peux ne plus sortir de là. Oui, on a vu aussi avec le cas de Covid, c'était catastrophique. Bien sûr. C'était catastrophique. C'est des signes que les gens doivent reconnaître, et comme le frère Dr Farida vient de le dire, reconnaître ces signes et décider de faire le transfert vers un autre centre qui ont un service de réa pour s'occuper de ces patients. Mais comment est organisé le service de réa? En fait, un service de réa est organisé sur plusieurs plans. D'abord, il y a le personnel. Il faut avoir un personnel qualifié. Les médecins internistes et intensivistes doivent être là, même la kinésithérapie, parce qu'un malade qui est dans le lit pendant longtemps, même si les malades ont fait certaines kinésies pour ramener le patient à retrouver sa guérison. Il y a les nutritionnistes, quelqu'un qui est à l'AREA, qui ne mange pas pendant des jours, on ne lui donne rien. Et là, il faut avoir la nourriture adéquate aussi. Et donc, il y a tout ce monde, il y a les autres, les spécialistes, les cardiologues, les neurologues, tout ça, c'est l'équipe. L'équipe, Maintenant, il y a l'infrastructure. L'infrastructure, il faut avoir un réa où, des fois, si par exemple vous avez une maladie qui peut me contaminer, je suis à la réa, on peut te dégager dans un autre endroit, c'est-à-dire isolement, on peut t'isoler, vous voyez, oui. Et avoir un lieu de stockage, et avoir un lieu où le personnel qui est déjà fatigué peut se reposer, parce que c'est vraiment intense. Maintenant, il y a les équipements. Les équipements, on parle des paramètres de surveillance multimétriques qu'il faut avoir, les lits qui vont permettre. Il y a des patients qui ne peuvent pas être en position plate. Il faut soulever la tête parce que sans quoi le contenu de l'abdomen va rentrer dans son poumon. Il faut avoir ça. Il faut avoir les machines pour intuber. Il faut avoir des machines pour pouvoir aspirer le patient. Il y a des patients qui arrivent à l'AREA, ils sont encombrés. Et on n'a rien pour enlever tout ça là. Il va s'encombrer, il va mourir. Est-ce que vous voyez? Il faut aussi une machine ou bien la machine de dialyse à l'AREA. Des fois, des malades, là, vous ne pouvez pas les déplacer. Il faut avoir tout ça là à l'AREA. Mais aussi, en plus de ça, il faut avoir des protocoles. C'est-à-dire? Sans protocole est problématique. Le protocole, ça veut c'est-à-dire? Le protocole, c'est des guides de traitement qu'on établit pour dire en cas d'urgence, voici ce qu'il faut faire. Vous voyez. Et lorsque quelqu'un vient qui est diabétique, qui a le sucre qui est très élevé et qui respire vite, il ne faut pas corriger le sucre et l'envoyer à la maison. Parce que ces patients vont rentrer à la maison et mourir. Donc il y a tout un protocole qu'on met en place pour un service de réa. Mais en dehors de ça, il faut avoir il y a un système d'aide à la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un service qui permet de les aider émotionnellement. C'est un service qui fait partie de l'AREA. Durant l'AREA et après l'AREA, ce service est capital. Pour vous expliquer en temps réel ce qui se passe. Voilà, ce qui se passe. Donc, il y a tout ça là qui font partie d'un service de l'AREA qu'on doit avoir pour pouvoir soutenir le patient. Parce que ce n'est pas simplement le patient que vous traitez, il y a aussi la famille. Est-ce que par exemple, il y a combien de personnes combien de patients par chambre, par service de réa? Ça dépend d'abord du personnel que vous avez. Si je prends par exemple dans une réa un patient pour un infirmier. Est-ce que vous voyez? Oui. Ben, si vous avez une configuration que vous avez les lits ensemble comme ça, vous pouvez juguler pour donner peut-être 2 patients pour un infirmier. Et ça, c'est des patients qui ne sont pas loin. Ils sont devant lui comme ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est des choses critiques. Un patient peut être sous des infusions 4, 5, 6, 7. Celui-ci est sous 8 infusions. Donc, il faut aller au milieu de ces patients-là. Donc, ce qui est préférable, un patient pour un infirmier. Les infirmiers qui sont en réa, ils ont beaucoup de travail, dis donc. C'est quoi? Ils ont beaucoup de travail. Mais bien sûr, c'est vraiment intense. Et c'est le lieu ici de
vraiment féliciter ces infirmiers qui travaillent à l'AREA. Vraiment, vraiment. Parce qu'ils se donnent. Et des fois, s'il y a des décès, les gens pensent qu'ils s'en foutent, mais ça les affecte. C'est normal. Ça les affecte. Et c'est vraiment intense. Vous allez comprendre que j'ai déjà dit qu'il faut mettre un endroit pour qu'ils se reposent. Parce que c'est beaucoup de pression sur un être humain. Et tu fais tout ça là, tu dois communiquer avec le médecin, tout ça là, les signes vitaux qui ne vont pas, le patient c'est-à-dire sa condition dégrade. Il faut ramener le patient à un état physiologique normal. Une personne qui reste longtemps dans le coma, il faut le garder longtemps dans le coma ou à un moment donné, ça va prendre des décisions? Vous parlez, bon, encore, ça dépend de pourquoi le patient est dans le coma. Pourquoi vous êtes dans le coma? Si c'est quelqu'un qui a saigné dans le cerveau, on a tout fait, il est toujours dans le coma. Et on sait que... Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. C'est le lieu de parler à la famille pour dire que, vous savez, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes là pour aider les patients à retrouver leur santé, mais le dernier mot revient à Dieu. Et que ce que nous voyons médicalement, il est impossible de retrouver ce patient, de recouvrir ce que le patient a déjà perdu. Et c'est souvent difficile aux familles de prendre cette décision, n'est-ce pas? Dur. Mais ce n'est pas qu'ils abandonnent. Plutôt, c'est un choix difficile. Hein. Mais c'est difficile, mais le patient, à ce niveau-là, il faut qu'il soit confortable. Si je veux mourir confortable. Donc, si le médecin se met d'accord avec la famille, le traitement change. Ça change de quelle manière? On s'occupe du confort du patient. Lorsque vous avez des douleurs, on essaie de vous aider sans toutefois précipiter votre décès. Hein? Oui. Et s'il y a des signes qui nous montrent que le patient est anxieux, on l'aide même l'oxygène fait partie du confort. On donne un peu de l'oxygène au patient. Ça fait partie du confort. C'est ça. Donc, ça dépend de pourquoi le patient est dans le coma. Maintenant, il y a des comas que nous pouvons provoquer nous-mêmes. Ah oui. On provoque le coma parce que vous êtes sous ces machines, votre corps, c'est-à-dire que vous avez besoin de repos. Le corps a besoin de repos. Il y a des médicaments qu'on on donne aux patients pour le faire calmer jusqu'à ce que le pourquoi vous êtes venu commence par s'améliorer et on va commencer par diminuer. Souvent, on diminue chaque jour. Vous comprenez? Si vous êtes dans le coma qu'on a provoqué, chaque jour, l'infirmier va diminuer le médicament pour voir si vous allez vous réveiller et essayer de vous permettre de respirer vous-même. Et puis, on vous met encore dans le coma. Mais c'est pas dangereux, ça, de provoquer le coma? C'est important pour le cœur. Oui. C'est important pour le corps humain et la récupération. Rappelez-vous, si vous êtes malade et que les gens viennent vous visiter, vous parler tout le temps, oui, c'est fatigant. Donc, dans des cas critiques comme ça, il faut reposer le cœur. Et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Mais il faut permettre aux patients de retrouver au moins son sens de temps en temps. Au moment où vous faites ce truc de coma que vous avez provoqué, vous n'allez pas le mettre dans le coma éternellement. Oui. Non, on le laisse se réveiller, peut-être pour 2-3 heures, on le remet encore. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Donc tout dépend de pourquoi vous êtes dans le coma. Ok, docteur, on va marquer juste un temps de pause, on revient juste après les informations. Reste avec nous. Fofo.